Il n'est pas du tout surprenant, au fond, que cette structure narrative de voyage du héros soit thérapeutique si elle se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, dans toutes les époques. Ça veut bien dire qu'on a une tendance naturelle à l'utiliser pour faire sens de nos vies. Et donc, le sujet ici, c'est effectivement, ce voyage du héros me permet de me replacer dans ma propre histoire. Ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été difficile, est-ce que c'était mon monde ordinaire? Est-ce que ça a été une des épreuves que j'ai dû surmonter? Est-ce que ça a été l'épreuve suprême? Alors bonjour Alexandre. Bonjour Carole. Merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions sur l'écriture. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter parce que tu as de multiples casquettes? Je suis un passionné d'écriture. J'écris beaucoup. Je peux commencer par ça. Au point où ma dernière casquette est de diriger une maison d'édition qui s'appelle 2359 et qui est spécialisée dans des carnets de méthodologie. Donc, c'est des carnets papier de 200 pages dans lesquels l'utilisateur du carnet va avancer sur un objectif personnel ou professionnel. Donc, on a créé plusieurs carnets. Un carnet pour écrire un roman, un carnet pour avancer sur des projets, un carnet pour réapprendre à gérer son temps, un carnet de la curiosité. Donc, cette activité de maison d'édition, elle me passionne beaucoup. Et puis à côté, j'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle Live Mentor, qui est spécialisé dans les créateurs et créatrices d'entreprises. Je suis passionné de santé et je suis donc journaliste pour le podcast Métamorphose, qui est un podcast santé et spiritualité. Je suis aussi éditeur dans une autre maison d'édition qui s'appelle Erol. Et enfin, j'essaye de terminer l'écriture de mon dernier livre qui s'appelle La chaise tue. La chaise dans laquelle je me trouve. Qui est un livre sur la sédentarité et ses ravages. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à l'écriture et ensuite, du coup, c'est bien fait, mais ça a été quoi la première chose? Alors, j'ai 36 ans et je le mentionne parce que je fais partie de cette dernière génération à avoir connu l'écriture à l'école. Au collège, au lycée, j'ai le souvenir d'avoir écrit en permanence. On sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de classes, il y a des ordinateurs. On a des tablettes. Et donc, l'habitude de l'écriture à la main, elle est en train de se perdre. Et moi, je l'ai perdu aussi, cette habitude, au début de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je suis passé d'une situation où je raturais des copies doubles en permanence pour progresser dans mes études, pour apprendre des choses, à une situation où mes premières années d'entrepreneur, mes premières années dans la vie professionnelle, il n'y avait plus qu'un ordinateur. Et j'ai bossé sur cet ordinateur quasiment non-stop pendant 15 ans, au point de me rendre compte quand je voulais écrire une carte postale que j'avais perdu le muscle de l'écriture. Et je crois que je suis pas le seul à avoir ressenti ça. Dans le cadre de mon activité d'éditeur chez Erol, je suis tombé sur un livre absolument incroyable, dont la lecture m'a bouleversé au point que j'ai décidé de devenir l'éditeur de la version française de ce livre sous le nom « On vous vole votre attention ». Donc le titre original est « Stolen Focus » en anglais. C'est un livre écrit par un journaliste britannique qui s'appelle Johann Hari, qui est un type absolument incroyable, qui a déjà publié des ouvrages fantastiques sur la dépression, sur la solitude, et qui là a fait un travail de 3 ans de recherche sur la crise de l'attention, le fait qu'on n'arrive plus à se concentrer comme avant. Et c'est un constat partagé par des millions de personnes dans énormément de pays. C'est un problème systémique. Et Johann Hari a passé 3 ans à parler à des psychologues, des chercheurs, des spécialistes de l'attention, des professeurs, des spécialistes des réseaux sociaux également, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Bon, il y a tout un tas de causes qui sont détaillées dans le livre. Justement, donc l'infobésité, le fait qu'avec les ordinateurs, on a une quantité d'infos qui est incroyable. En moyenne, en 1 heure de consommation d'Internet sur un ordinateur, on est exposé à 18 fois le contenu d'un journal papier. Donc, il faut qu'on se rende compte que déjà, lire un journal papier en entier, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs heures. En simplement 1 heure d'Internet, toute l'information qui arrive, c'est 18 fois le contenu.
Donc on a une infobésité qui fait qu'on n'arrive pas à traiter cette information, le cerveau n'est pas capable de ça. On a des algorithmes des réseaux sociaux qui décident pour nous de ce qu'on va voir. Et tout ça fait que notre attention elle est en chute libre. Une solution toute simple pour reprendre le pouvoir sur son attention, c'est l'écriture. Et donc ça a été mon point de départ. C'est ce qui m'a donné envie de me replonger dans les bienfaits de l'écriture papier pour réaliser que c'était à la fois un outil de concentration, de mémorisation exceptionnel, mais aussi un outil de thérapie, un outil de guérison. Et on sait que les réseaux sociaux, en plus de casser notre capacité à nous concentrer, ils génèrent des problèmes de santé mentale. C'est un gouffre à comparaison, c'est un gouffre à anxiété. On a des statistiques assez affolantes, notamment chez les jeunes là-dessus. Et l'écriture, j'en suis persuadé, et on pourra en parler, il y a plein de preuves là-dessus, fait partie des différentes solutions pour baisser les niveaux d'anxiété et revenir à quelque chose de plus cohérent. Alors justement, dans tes recherches, quels ont été les premiers travaux qui ont été réalisés sur ce qu'apporte l'expression écrite? Le psychologue de référence ici s'appelle Penn Baker, ou Penny Baker, selon la manière dont on veut le prononcer, psychologue américain dans les années 80, qui s'intéresse à l'écriture thérapie. Alors ce qui est intéressant, c'est les origines de son intérêt. En fait, il travaillait avec un détecteur de mensonges. Et il s'est rendu compte que les personnes qui mentaient avaient des signes physiologiques de stress plus élevés que la moyenne. Et de ce constat-là, il s'est dit, mais si je me mens à moi-même, si je ne veux pas regarder certaines expériences traumatiques, je vais peut-être aussi avoir des signes de stress élevés. Aussi élevés que quelqu'un qui, par exemple, a volé quelque chose dans un magasin, passe au détecteur de mensonges, il ment, il a des signes de stress élevés, donc, mais je peux avoir la même chose si je me mens à moi-même. Peut-être qu'au final, le regard le plus dur à soutenir, c'est le regard de soi envers soi et pas le regard du policier envers le voleur. Et donc, comment est-ce que je sors de ça? L'intuition de Penny Baker a été, je vais le proposer à des personnes qui ont vécu des expériences traumatiques d'écrire pour elles-mêmes le récit de ces expériences et je vais voir si ça change quelque chose dans leur niveau de stress, dans leur niveau d'anxiété. Donc ça, c'est je trouve une anecdote très intéressante de voir qu'il est parti du cas du détecteur de mensonges. Ensuite, il a rencontré beaucoup d'opposition et de résistance de la part de la communauté scientifique de l'époque, qui disait attends, c'est pas avec juste un papier et un stylo qu'on va guérir les gens. Et donc lui, sa réaction a été d'être extrêmement rigoureux dans sa démarche, dans sa méthodologie. Il a vraiment cadré ses expériences de sorte à ce qu'elles soient valides. Et les résultats, ils ont été là, quoi. Ils ont été là. Il s'est rendu compte qu'en proposant à des personnes ayant vécu des expériences traumatiques d'écrire entre 15 et 20 minutes chaque jour leurs sentiments, leurs impressions, leurs récits, il y avait des baisses de niveau de stress et d'anxiété. Il a pris leur pression artérielle également. Il s'est rendu compte qu'elle baissait. Donc, il a vu des vrais changements physiologiques suite à ces exercices d'écriture. Et les expériences de Penn Baker ont inspiré énormément de protocoles dans des cliniques, dans des structures d'accompagnement qui ont encore validé les résultats de Penn Baker. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle des méta-analyses qui prouvent aussi les résultats de l'écriture thérapie. Donc une méta-analyse, pour rappel, c'est une analyse qui regroupe les résultats de dizaines et dizaines d'autres études scientifiques de sorte à les justifier encore plus. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les impacts sur la santé globale de l'écriture telle qu'elle est envisagée? Alors, à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale. Donc, je disais sur la santé physique, par exemple, on a des résultats sur la pression artérielle et sur la santé mentale, niveau de stress, niveau d'anxiété, qualité du sommeil également. Et puis ensuite, on découvre selon les études des impacts positifs, mais très précis selon ce sur quoi je vais écrire. On a par exemple des résultats intéressants sur des personnes victimes de TCA, donc des troubles de comportement alimentaire, boulimie, anorexie, etc. On se rend compte qu'avec l'écriture thérapie, on peut
avoir une baisse de ces TCA, une baisse de ces troubles, tout simplement en écrivant comment je me suis senti au moment où j'ai eu extrêmement faim suite à une émotion négative, par exemple, suite à un conflit relationnel. En fait, en prenant conscience de ce qui cause le TCA, c'est vraiment la magie de l'écriture-thérapie, c'est que au lieu de garder le sujet sous silence avec un couvercle, je le pose par écrit face à moi-même. Donc ça, c'est le premier avantage que donne Pennebaker. Je passe du silence, du mensonge, entre guillemets, mais qui est plus un mensonge par omission, exactement, à une vérité. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, deuxième mécanisme plutôt, je mets de la distance émotionnelle. Donc notamment, ça pour le faire, Pennebaker, il recommandait d'écrire le récit à la troisième personne et non pas à la première personne. Donc, on nomme un personnage, on peut d'ailleurs lui donner un avatar, ou alors si moi par exemple je m'appelle Alexandre, je dis Alexandre à 10h du matin, après avoir eu un conflit au boulot, et aller prendre une pause, il a foncé à la boulangerie, prendre un éclair au chocolat et des chouquettes, et il a pris une énorme dose de sucre, et après il s'est senti mal d'avoir pris toute cette dose de sucre, il était mal dans son corps, etc., etc. Donc voilà, cette distance émotionnelle, elle est importante. Et troisième mécanisme, passer du récit désorganisé à la structure. Et ça, c'est très intéressant. Ça touche aux travaux de Joseph Campbell aussi, et au voyage du héros. L'esprit humain a besoin d'histoire, a besoin de récits structurés, a besoin d'une narration, et une grosse partie de notre mal-être peut déjà être dissipée ou en tout cas allégée en passant de quelque chose de confus, d'un malaise, d'une anxiété, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle finit, à une série d'étapes, et l'écriture permet ça, fait partie des outils qui permettent de remettre de la structure. Est-ce que les neurosciences se sont intéressées à ça? Est-ce qu'on sait un peu comment ça fonctionne dans le cerveau justement quand on... Non, alors ça, il faut faire justement très attention à ne pas faire avancer la science, je dirais, plus vite que la machine. C'est-à-dire que on reste dans le domaine des sciences sociales ici. On reste dans le domaine des sciences sociales, on reste dans le domaine de la psychologie. Il faut faire attention à ne pas transposer sur des disciplines comme l'écriture-thérapie des lois aussi fondamentales que la loi de la gravité. La loi de la gravité, la pomme est lâchée, elle tombe par terre. On sait l'expliquer par A plus B, C, D, E jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet. L'écriture-thérapie, moi, je ne suis pas en train de dire que on sait exactement pourquoi ça fonctionne. Je ne suis même pas en train de dire que ça fonctionne pour toutes les personnes, dans toutes les situations. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a énormément de retours d'expérience, d'analyse et de méta-analyse, de mécanismes qui sont mis en valeur pour avoir confiance dans ces bienfaits. Et alors, autre chose qu'il faut peut-être préciser, nous n'avons absolument aucun retour négatif sur la méthode. On ne connaît personne qui, après avoir fait de l'écriture-thérapie, se sente plus mal qu'avant. Donc, c'est quand même à mettre en avant, je pense, car si on compare ça avec, par exemple, des médicaments, on sait que sur les médicaments, on a des effets secondaires indésirables qui se déclenchent parfois ou pas. Mais voilà, ici, ce que je dis simplement, c'est que l'écriture-thérapie est une discipline qui a été vraiment recherchée depuis les années 1980 et les travaux de Pennebaker, avec énormément d'exemples intéressants, notamment Pennebaker, il avait travaillé avec une grande entreprise qui venait de faire un gros plan de licenciement, et ils ont proposé à une partie des personnes licenciées de pratiquer l'écriture-thérapie, d'écrire leurs sentiments suite à ce licenciement, leur vision d'eux-mêmes, leurs objectifs pour le futur. Résultat, le groupe de personnes licenciées qui avaient pratiqué l'écriture a retrouvé un travail plus rapidement que les autres. Et on a plein d'exemples de ce type. Les athlètes de haut niveau aussi. C'est très intéressant de regarder aux Jeux Olympiques, quand vous regardez les Jeux Olympiques à la télé ou les championnats du monde d'athlétisme,
regardez le nombre d'athlètes qui ont un carnet, qui est leur carnet d'entraînement, sur lequel ils vont noter juste après leur passage leurs impressions, leurs sentiments, leurs phrases de motivation envers eux-mêmes. Ça fait partie de l'écriture-thérapie. Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est à l'œuvre? Alors pas au niveau du cerveau, mais le fait d'écrire, c'est quoi? C'est une meilleure conscientisation de ce qu'on a vécu? Oui, c'est vraiment ces 3 mécanismes, hein. Pas de mensonge par omission. Je me force à regarder ce que j'ai en tête. Je le regarde, je l'écris, je le visualise. Première chose. Deuxième chose, la distanciation émotionnelle qui est notamment favorisée par le fait d'écrire à la 3e personne. Et troisièmement, passer du chaos au récit structuré. Et ne plus être dans cette sorte de brouillard, de marécage où j'ai l'impression de pas avancer face à mon problème, j'ai l'impression de buter encore et toujours sur les mêmes choses. La structuration du récit aide énormément et là, vraiment, on touche de très proche aux travaux de Joseph Campbell. Alors, il y a quelque chose aussi que je trouvais très intéressant, c'est que Pennebaker arrivait à prédire, entre guillemets, la guérison des gens quand il analysait leurs textes, ce que j'ai découvert, grâce à l'utilisation de ce qui a été appelé les mots invisibles. Oui, alors ça, c'est un autre champ de recherche de Pennebaker qu'il a documenté via un livre dont le nom m'échappe, mais un livre dans le titre, il y a pronoms, je crois que c'est ce que les pronoms disent de nous, ou alors l'amour des pronoms. Et effectivement, lui, il s'est rendu compte que il y avait ces mots invisibles. Donc en fait, les mots invisibles, ce sont notamment donc ces pronoms je, tu, nous, etc., qui représentent que 0,5% du vocabulaire, mais qui pourtant, quand on écoute nos paroles, représentent jusqu'à 50 ou 60% du contenu de nos phrases. Et on peut tous faire le test, hein. On étudie nos conversations les uns avec les autres, avec notre partenaire de vie, nos enfants, nos parents. Il y a du je, il y a du tu, il y a du nous, beaucoup. Et Pennebaker s'est rendu compte que une prédominance du je, par exemple, pouvait être corrélée avec un isolement sur soi, avec de l'anxiété, avec de la dépression. Il s'est rendu compte que des personnes qui sortaient justement de dépression utilisaient beaucoup plus le nous, rentraient dans une dimension beaucoup plus collective. Donc c'est un linguiste, hein, Pennebaker, c'est un passionné des mots, à la fois côté écriture et puis à la fois côté emploi oral. Alors justement, pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie d'utiliser déjà cette méthode de Pennebaker, c'est quoi un peu le protocole? Il faut écrire tous les jours, combien de temps, sur quoi? Ouais, le plus important ici, c'est vraiment la régularité. Donc de se bloquer sur une semaine, par exemple, allez, même que 10 minutes par jour. Moi, je recommande de le faire le matin, au réveil, parce qu'il y a une petite astuce ici qui est que si on a rêvé, si on a fait un rêve, on peut être inspiré par ce rêve et ça évite de tomber dans la page blanche. Et ensuite, on va choisir un sujet sur lequel on a envie d'écrire. Alors, attention avec, l'omniprésence du trauma. C'est-à-dire que les gens comme Pennebaker, qui sont psychologues, docteurs en psychologie, ont majoritairement travaillé avec des personnes victimes de traumas lourds. Mais on peut tout à fait utiliser l'écriture-thérapie sans travailler sur un trauma lourd. On peut le faire sur un conflit qu'on a eu avec une personne, une engueulade de couple, un sujet X ou Y de la vie ordinaire, je dirais. Mais en tout cas, pendant une semaine, tous les jours, je vais essayer d'écrire sur cet épisode en me dévoilant à moi-même. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, remettre le récit sous forme d'étapes, c'est une très bonne méthode. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Puis ensuite, vers quoi j'ai envie de tendre? Quels sont mes apprentissages de cet épisode? Qu'est-ce que je referais différemment? Si ça concerne une personne, qu'est-ce que j'aimerais dire à cette personne maintenant? L'écriture-thérapie, c'est aussi une très bonne méthode pour résoudre des conflits. Si vous avez tendance à ne pas savoir quoi dire lors d'un conflit, si vous avez l'impression d'être pris de court, si vous avez l'impression d'être envahi par vos émotions, mettre le stop, écrire pour soi, pour ensuite revenir vers la personne, c'est une très bonne idée.
En fait, j'ai fait des interviews et sur le trauma et sur le développement du cerveau et comment il fonctionne. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que effectivement, quand on est submergé par une émotion, c'est plutôt l'amygdale du cerveau qui fonctionne. Et quand l'amygdale est suractivée, la partie cognitive et raisonnable, entre guillemets, elle est un peu en sous-régime. Et là, en fait, tu vas amener de la clarté et sortir de l'émotionnel qui t'empêche de voir les choses claires. Mais j'ai oublié d'en parler, mais Pennebaker a également mesuré la capacité cognitive de ses patients, des personnes qui utilisaient l'écriture thérapie, et il s'est rendu compte que chez certains, ça se traduisait par un développement des capacités cognitives. On raisonne mieux quand on écrit. Mais là, j'invente rien. Enfin, on revient vraiment à une pratique d'apprentissage extrêmement ancienne dans l'histoire de l'humanité. Tous les grands penseurs, philosophes, scientifiques écrivent non pas pour partager, mais d'abord pour clarifier pour eux-mêmes leurs pensées. En fait, c'est la pratique du journal intime aussi, un peu. Exactement. Qu'on peut tous faire. Il y a une autre forme d'écriture qui est intéressante et à laquelle tu t'intéresses, donc qui est la création du récit pour donner un sens aux expériences vécues. Et donc, effectivement, c'est le récit du héros de Joseph Campbell. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? Alors ça, c'est vraiment c'est complètement passionnant. Donc, Joseph Campbell, c'est un mythologue américain. Absolument incroyable, très connu pour son analyse des mythes les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Bon, c'est un polymathe dont on pourrait passer 3 heures, et même 3 mois entiers à comprendre tout son travail, toutes les dimensions, toute sa profondeur. Le sujet pour lequel il est le plus connu, c'est ce fameux mythe du héros, voyage du héros. Il s'est rendu compte qu'il y avait une structure narrative commune dans ces mythes les plus anciens de l'histoire de l'humanité, à une époque où il n'y avait pas Internet, à une époque où les cultures ne communiquaient pas entre elles, et pourtant on retrouve dans ces cultures l'idée d'un héros qui passe par plusieurs étapes. Il y en a 8 exactement. Le monde, avec la première étape, le monde ordinaire, la situation dans laquelle se trouve le héros, et puis voilà, il va avoir un appel vers l'aventure. Il va rencontrer un mentor, il va rencontrer des épreuves, il va manquer de mourir, épreuve suprême, puis il va survivre, il va revenir à la maison avec des apprentissages. Un voyage autant intérieur que extérieur, on le retrouve d'ailleurs, cette structure du héros, dans le mythe le plus ancien de l'histoire de l'humanité, qui est le récit de Gilgamesh. Et alors, Campbell, et ça c'est assez fantastique, n'est pas directement connu pour la partie thérapeutique de son travail. Il n'y a quasiment aucune mention sur Internet des travaux thérapeutiques de Campbell. Ce qu'on sait surtout quand on regarde le voyage du héros de Campbell, c'est que ça a inspiré énormément de films et de livres. Le mythe du héros, c'est une structure qu'on retrouve dans énormément d'objets culturels. Et ça, c'est parce que certains livres ont adapté le voyage du héros de Campbell pour l'écriture d'un film, par exemple. Et notamment, il y a Vogler qui a écrit The Writer's Journey, le voyage de l'écrivain, en faisant une sorte de copier-coller de ce qu'a fait Campbell, mais pour l'écriture de scénarios notamment. Et Vogler était le consultant de Disney. Donc tous les Disney qu'on a regardés quand on était enfant sont inspirés par Campbell. Mais moi, un des plus beaux épisodes de ma vie a été de découvrir complètement par hasard les liens entre Campbell, Joseph Campbell, et un psychologue qui s'appelle Stephen Larsen. Stephen Larsen était l'étudiant en mythologie de Campbell. Il est devenu, dans les années 60, il est devenu ensuite son ami et son collègue. Et ils ont croisé ensemble l'approche des mythes de Campbell et l'approche thérapeutique de Larsen. Comment je le sais? Parce qu'il y a 4 ans, je vivais aux États-Unis, à New York. Il se trouve qu'une de mes passions personnelles, c'est les arts du cirque. On m'invite à un tout petit événement dans un tout petit village à 2 heures au nord de New York. On m'indique la maison dans laquelle je vais dormir. J'ouvre la porte de cette maison et je vois du Campbell partout. Livre de Campbell, photos de Campbell, coupure de presse sur la mort de Campbell. Et je comprends, en interrogeant les gens qui sont là, que je suis dans la maison de campagne de Larsen, le psychologue, dans laquelle
ils animaient des retraites thérapeutiques avec Campbell, lui et Campbell. Ils animaient des retraites thérapeutiques pour des patients de Larsen en les faisant passer par des exercices inspirés par le voyage du héros. Et il y a un seul site internet qui parle de ça, vous pouvez le trouver. On pourra mettre le lien si tu veux en commentaire de la vidéo. Et Stephen Larsen est aussi le biographe de Campbell. Donc il y a 1 ou 2 livres qui mentionnent ça, mais c'est quelque chose de quasiment inconnu sur le travail de Campbell. Et pourtant, moi je trouve ça absolument passionnant parce qu'effectivement, il est pas au fond, il est pas du tout surprenant au fond que cette structure narrative de voyage du héros soit thérapeutique si elle se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, dans toutes les époques. Ça veut bien dire qu'on a une tendance naturelle à l'utiliser pour faire sens de nos vies. Et donc, le sujet ici, c'est effectivement ce voyage du héros me permet de me replacer dans ma propre histoire. Ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été difficile, est-ce que c'était mon monde ordinaire? Est-ce que ça a été une des épreuves que j'ai dû surmonter? Est-ce que ça a été l'épreuve suprême? Et donc j'avance d'une étape à l'autre dans ce voyage du héros et je les enchaîne. Je vis plusieurs voyages du héros dans ma propre vie. Et donc vraiment, il y a cette dynamique de mouvement, d'avancée qui me semble être extrêmement utile. Et donc une manière de découvrir ça, de s'initier aux travaux de Campbell, c'est de prendre ces 8 étapes du voyage du héros et de réécrire un épisode traumatique, un épisode sur lequel on veut avoir plus de conscience, à la lueur de ces 8 étapes. Ok, donc si on essaie de faire ça de manière plus pragmatique pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient s'aider grâce à ça. Une rupture, par exemple. Voilà, j'ai vécu une rupture amoureuse et je suis un peu perdu, je comprends pas ce qui s'est passé. Et dans mon souvenir, c'est très flou. J'ai l'impression qu'il y a l'époque où on était super amoureux, tout allait bien, c'était génial. Tous les jours, on se disait qu'on s'aimait et c'était fantastique. On se parle plus. Il y a peut-être les avocats qui sont rentrés dans la danse. Il y a un divorce. Il y a X, Y, Z. Et j'arrive pas à sortir de cette vision super limitée. Et ben, je vais prendre les 8 étapes de Campbell et rédiger, écrire ce qui s'est passé à chaque étape. C'était quoi le monde ordinaire? Ça a été quoi l'appel vers l'aventure? Ça a été quoi les premières épreuves, l'épreuve suprême, etc., etc., etc. Et là, je vais voir des choses apparaître. Je donne un cadre à mon esprit pour lui permettre de réfléchir et de mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Et qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice au-delà de la clarté que ça apporte? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements pour effectivement avoir plus de conscience sur ce qui s'est passé et pas le rejouer de la même manière? Alors certains thérapeutes qui sont spécialisés dans les voyages du héros proposent par exemple, si on est toujours sur le cadre des relations amoureuses, de faire une chronologie des relations amoureuses à la lumière du voyage du héros. Et de dire, bah tiens, regardons ce qui s'est passé sur chacune de tes relations, sur ces 8 étapes. Tiens, c'est toujours sur la même étape que ça bloque, par exemple. Et là, on observe un schéma récurrent. Si on veut voir ces 8 étapes, où est-ce qu'on peut les trouver d'ailleurs? Oh bah ça, on tape voyage du héros sur Internet, on les trouve toutes très facilement parce que c'est extrêmement documenté. Et vous verrez justement que dans la plupart des ressources, c'est documenté pour écrire un livre ou pour rédiger le scénario d'un film. Bon bah là, si vous avez vu cette vidéo, il faut simplement le dupliquer sur un sujet d'écriture-thérapie. Mais on pourra mettre en description les 8 étapes de tête, hein, je les connais quasiment par cœur. C'est vraiment le monde ordinaire, l'appel vers l'aventure, la rencontre avec le mentor. Tout ça, ça peut être intérieur ou extérieur. Hein. Rencontre avec le mentor, ça peut être un mentor intérieur. Les épreuves, 4. L'épreuve suprême. Si je dois l'avoir noté quelque part, pour ne pas te dire de bêtises. Je crois que Star Wars a été aussi écrit sur la base de ce mythe du héros. Absolument, parce que Joseph Campbell connaissait George Lucas et George Lucas l'a fait venir dans sa maison, son ranch exactement, et ils ont bossé ensemble à partir du voyage du héros sur le scénario de Star Wars. J'ai les 8 étapes qu'on peut d'ailleurs appliquer à Star Wars si tu veux.
monde ordinaire, premièrement. Deuxièmement, l'appel à l'aventure. Troisièmement, le refus initial. C'est-à-dire que j'ai envie d'autre chose, mais j'ose pas y aller. Il y a ça dans Star Wars d'ailleurs. Il a envie de quitter sa planète Tatooine, mais il n'ose pas. L'initiation avec le mentor numéro 4, les défis numéro 5, le défi suprême numéro 6, c'est la mort souvent dans les films hollywoodiens. Je manque de mourir. La récompense numéro 7, la récompense qui peut être extérieure ou intérieure, les apprentissages. Et 8, le retour transformé. Et avec une dimension de partage qui est très forte chez Campbell. Je reviens pour partager à d'autres ce que j'ai appris. Il y a aussi d'autres types d'écriture possibles. Est-ce que tu peux nous les citer? On a mentionné les journaux intimes. Le journaling, ça fait complètement partie des techniques qui sont assez proches du flot de pensée d'ailleurs. Une manière de faire du journaling, ça peut être de simplement écrire 1 page, 2 pages, 3 pages au réveil le matin ou à un autre moment de sa journée, juste avant de dormir. Là, j'ai pas besoin de faire cette structure en 8 étapes de Campbell. J'ai pas besoin de choisir un élément sur lequel je veux travailler, je veux avoir de la conscience comme chez Penn Baker. Je suis simplement dans un flot de pensée. Après, on a d'autres formes d'écriture comme les journaux de gratitude, où là, je vais avoir des questions qui sont toujours les mêmes et je vais y répondre tous les jours. Donc, par exemple, je prends un moment tous les soirs pour répondre à la question mon kiff de la journée, mon moment sympa de la journée, une personne à qui j'ai pensé aujourd'hui et à qui je voudrais dire quelque chose, etc., etc. Donc là, on est plus sur une habitude, une routine, qui d'ailleurs rappelle aussi les travaux de Penn Baker, qui remarquait que les personnes qui progressent le plus sont celles qui écrivent le plus de termes positifs. Ils se rendaient compte que c'est pas bête de répondre à des questions nous invitant à exprimer de la gratitude, exprimer de la reconnaissance, exprimer des émotions qui nous portent vers l'avant envers certaines personnes. Oui, puis effectivement, on est toujours happé par ce qui est négatif. Et puis le cerveau est fait comme ça pour la survie. Essayer de créer de nouveaux schémas pour voir aussi le positif et s'habituer à voir positivement, développer des choses. Alors le cerveau est fait pour ça et aussi, j'en reviens quand même à mes réseaux sociaux. Un des grands enjeux de l'humanité aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont pensés pour exciter les émotions négatives. Parce que les algorithmes savent que c'est ce qui augmente le temps d'écoute, le temps d'attention moyen. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible à observer. Mais par exemple sur Facebook ou autre, si vous regardez une vidéo sur le 11 septembre, la première vidéo va être le 11 septembre, ce qui s'est passé. L'algorithme va ensuite vous suggérer une deuxième vidéo qui est le 11 septembre, image choc. Troisième vidéo après, le 11 septembre, tout s'écroule, les tours sont en feu, les personnes sont en sang. Quatrième vidéo, le 11 septembre, est-ce que ça va vraiment exister? Est-ce que c'est pas un énorme complot? Et on a des recherches vraiment très très précises là-dessus qui montrent que les algorithmes sont pensés pour ça aujourd'hui. Stimuler la peur, la colère, la violence, la polarité aussi. Est-ce qu'on a déjà vu un débat constructif sur Internet? Rarement. Rarement. Ça fait très longtemps, en tout cas. Alors, en tout cas, c'est un peu réducteur de ma part, mais sur les réseaux sociaux dominants. À l'inverse, Internet a aussi permis à Wikipédia d'exister. Wikipédia, c'est un modèle de construction collaborative super intelligente. Mais les réseaux sociaux, ils n'ont pas choisi ça. Ils ont choisi pour augmenter le temps d'attention et donc leurs revenus, puisque l'argent qu'ils gagnent dépend du temps qu'on passe dessus. Ils ont choisi d'avoir une approche de polarisation. Et donc, on voit de la colère, on voit de la violence en permanence. Le journaling, l'écriture thérapie peut aussi être une réponse, un contrepoids super important ici. Pour ce qui est d'écrire, est-ce qu'on doit écrire avec un stylo et sur une feuille de papier? Ou est-ce que écrire sur son ordinateur, c'est la même chose? C'est pas la même chose du tout. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, sur ordinateur, je n'ai pas de contraintes. Je peux écrire
des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Et pour avoir de la précision, avoir de la cohérence, la contrainte m'aide. Sur un carnet, voilà, j'ai que 200 pages, j'ai un certain format. Je suis obligé de m'interroger sur quels mots comptent ou ne comptent pas. Ensuite, sur ordinateur, je suis à un seul clic de toutes les distractions, à un seul clic de mes emails, à un seul clic de mes réseaux sociaux, à un seul clic de tous ces sites d'information. Et donc, j'ai pas un espace aussi calme, aussi épuré que sur un carnet. Bien sûr que c'est possible de le créer sur ordinateur. On peut fermer tous ces onglets, on peut fermer tous les logiciels ouverts, etc. Mais force est de constater que ça demande un effort. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'outil qui nous met un peu plus de calme? Ensuite, et là, on touche plus à l'apprentissage, il est prouvé, ça c'est vraiment indéniable, que l'écriture sur papier permet mieux la mémorisation que la saisie sur ordinateur. Parce qu'il y a une intelligence du corps qui se met en place. On sait aujourd'hui que le modèle d'intelligence traditionnelle est complètement dépassé. Aujourd'hui, on est sur le modèle des intelligences multiples de Gardner, avec 8 formes d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique, par exemple, l'intelligence logico-mathématique, mais aussi l'intelligence kinesthésique. Et donc, cette intelligence du corps, elle est activée quand on fait de l'écriture sur papier. Nos mains, elles travaillent beaucoup plus. Et comme ça nous prend plus de temps, on remarque aussi qu'on va lire à haute voix dans notre tête ce qu'on est en train d'écrire. Et ça favorise la mémorisation. Et donc, dernière question, est-ce que tu peux nous partager, toi, ce que t'a apporté l'écriture, vu que tu écris beaucoup? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'utiliser des ordinateurs. Je continue de taper sur ordinateur. Je crois dans la combinaison des deux. Mais il est certain que j'utilise l'écriture sur papier pour, premièrement, avoir des idées, pour débloquer ma créativité. Ma créativité, elle ne vient pas sur ordinateur. Sur ordinateur, je rentre dans un mode machine, to-do list, où il y a des choses à faire et il faut faire ces choses-là. Mais moi, j'utilise vraiment cette métaphore du travail à la chaîne, parce que je pense toujours au temps moderne de Charlie Chaplin, où lui, il était là à serrer ses boulons. On est sur un ordinateur avec nos emails à faire la même chose, on serre des boulons. Donc ma créativité, elle vient du temps que je passe sur les carnets. C'est là que je fais de la pensée en arborescence, c'est là que je fais des associations d'idées, c'est là que je pense à mélanger tel projet de podcast avec tel projet de livre, avec tel projet de formation, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les apprentissages. J'apprends aujourd'hui avec un système très simple. J'écoute ou je vois des choses sur ordinateur, je les écris sur carnet. Et quand je l'écris sur carnet, j'ai une mémorisation bien plus forte. Et donc, ça augmente ma confiance en moi. Ça m'évite d'avoir cette peur d'être un papillon qui passe d'un sujet à l'autre et d'avoir une mémoire de poisson rouge. Ça me permet de me dire, non, là, c'est dans mon carnet, c'est ancré, c'est solide, je sais comment le faire. Et troisièmement, il y a avec les carnets la capacité à se créer une encyclopédie personnelle. On est bombardé de contenus, d'événements, d'informations dans l'époque actuelle, à cause des écrans. Et avec les carnets, je peux avoir un rétroviseur sur ma vie, regarder ce qui s'est passé dans les dernières années et savoir ce que je pensais tel mois de telle année sur telle relation, tel épisode de ma vie, tel événement, telle ambiance dans ma famille, etc. Et ça, cette trace, cette mémoire, elle m'aide énormément. Donc c'est pour ça que je réfléchis à créer des nouveaux carnets 23h59 autour de ces idées-là. Je réfléchis beaucoup à un carnet papa ou maman, raconte-moi ton histoire, avec des questions pour faciliter la conversation au sein de la famille et avoir le témoignage d'une vie, parce que le regret que tout le monde a quand on perd un proche, c'est « Ah, j'aurais dû lui poser telle ou telle question et maintenant c'est trop tard ». Voilà, plein d'idées de carnet de méthodologie, à chaque fois pensées pour un objectif bien précis.